Les coulisses RDC TV vous accueillent à suivre cette production qui va parler de la découverte des ADF dans les Rwenzori. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous accueillons et nous vous disons bonjour à suivre ce nouveau numéro qui va nous parler de cette découverte avec M. Nikez Kibelbel, qui est un journaliste d'investigation. M. Nikez, en un mot ou en deux mots, qu'est-ce qu'un journaliste d'investigation? Merci beaucoup. C'est une question capitale. Un journaliste d'investigation, c'est d'abord un journaliste, mais qui consacre tout son temps à mener des enquêtes approfondies, c'est-à-dire traiter des sujets qui doivent profiter à la communauté. Et ces sujets sont traités, comme le mot investigation le dit, comme enquête le dit, en profondeur. Cela signifie quoi? Il doit procéder par des hypothèses, procéder par la documentation, procéder par les sources, confronter les sources et finalement la vérification pour découvrir la vérité qu'il est en train de chercher au bénéfice de la population. Donc un journaliste d'investigation, c'est ce journaliste-là qui consacre tout son temps à étudier des sujets un à un jusqu'à découvrir ce qui est caché pour le bien de la communication. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre une année, ça peut prendre 3 ans, ça dépend du sujet et ça dépend de l'opportunité, surtout de la documentation et des sources. Monsieur Nikez, vous avez été le premier à découvrir que le ZADF, c'est un mouvement terroriste et il y a eu un scandale qui s'est produit. Comment êtes-vous arrivé à découvrir que les ZADF sont des terroristes? Merci beaucoup, c'est vrai, ça a provoqué un scandale. D'abord, j'ai vécu à Béni. Et à Béni, comme journaliste, nous avons fait des reportages sur les massacres, sur les tueries, sur les enlèvements. Mais ces reportages nous ont poussés à aller en profondeur. Et dans la profondeur, en confrontant, comme je l'ai dit, de la documentation et des sources, c'est-à-dire, il y a eu des jeunes gens, des enfants, des adultes, des femmes qui étaient kidnappés, qui disparaissaient de la ville ou de la cité, qui disparaissaient des localités et qui, pour ceux qui avaient de la chance, pouvaient fuir et revenir. Et ceux-là, nous les avons interrogés. Il y a aussi, il faut le dire, les capturer. Lorsque les FARDC ont lancé les opérations, mais ça c'est venu après, parce que nous avons découvert avant le lancement des opérations. C'est-à-dire que nous avons mené des enquêtes, comme je l'ai dit, des investigations, comment kidnapper les gens, quel était le mode opératoire, à quel lieu on pouvait kidnapper, comment on détruisait, comment on s'attaquait au bien de la population. Et aux rescapés, nous les avons interrogés, ils nous ont expliqué. Et lorsqu'ils nous ont expliqué, et surtout que le groupe qui attaquait lançait ce cri « Al-Akbar », c'est-à-dire « Dieu est grand ». En arabe, c'est écrit que les terroristes islamistes lancent. Et nous avons décortiqué tout cela pour dire à la population, ceux qui tuent, ce ne sont pas les FARDC, ce sont les ADF. À l'époque, on les appelait les ADF, des terroristes islamistes. C'est vrai, comme vous l'avez souligné, ça a provoqué un tollé, ça a provoqué un scandale parce que les gens se sont dit qu'est-ce que les terroristes viendraient faire dans le Rwenzori. Surtout que les ADF ont vécu à Béni avec les NALU, donc les rebelles ougandais de National Army of the Liberation of Uganda, donc l'armée nationale de libération de l'Ouganda. Ils ont vécu ensemble et ils ont cohabité avec la population. Donc la population aussi ne pouvait pas comprendre que les gens avec qui ils ont vécu, ils ont marié les femmes, les filles, ainsi de suite, que ces gens-là puissent se retourner contre eux. Alors lorsque nous avons annoncé cette information, lorsque nous avons donné les résultats de nos enquêtes, ça a créé un scandale. Pas seulement à Béni, parce que même la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, même les experts, tout ce que vous voulez, les chercheurs, les spécialistes, comme ils se disent de la République démocratique du Congo, ils sont montés sur le toit pour dire c'est faux, on ne peut pas voir des terroristes, ceux qui tuent, ce sont des FARDC qui tuent. Donc ça a provoqué un scandale, mais nous étions sur le droit chemin. Alors, M. Nikez Kibelbel, après la publication des articles de presse, vous avez publié aussi un ouvrage sur les ADF dans un milieu qui, normalement, avait des experts congolais qui refusaient que les ADF menaçaient ou massacraient la population. Comment étiez-vous sûr de votre publication? Oui, merci beaucoup. Il faut dire d'abord que en 2010, nous prenons les dates assez rapprochées. En 2010, les ADF avaient attaqué
Mutwanga. Mutwanga, c'est le chef-lieu du territoire de Rwenzori. Okay. Ils avaient attaqué, ils ont massacré des gens. Et en 2013, ils avaient attaqué Kamango. Kamango, c'est la cité frontalière mobile avec l'Ouganda. Et là, ils avaient kidnappé les agents, si vous voulez, les infirmiers du centre de santé de MSF. Ils sont allés avec dans la bourse. Donc, tous ces faits-là conjugués nous ont poussé à comprendre pourquoi ici on devait prendre le personnel médical, le personnel soignant, là-bas on devait prendre ainsi de suite. Et on s'est rendu compte. Effectivement, lorsque le livre sort, comme nous l'avons dit, le tollé est grand, mais nous présentons les livres. Et ça coïncide heureusement avec la cour militaire opérationnelle qui était en foraine pour juger les militaires qui fouillaient. Heureusement que la cour avait été attentive, et là je dois remercier feu l'auditeur général de FRDC, le général Tim Monkutu, il est mort comme je dis, aussi le général Jean-Paulin Tchaïkolo qui est vivant encore. Nous les avons contactés pour qu'ils viennent nous voir. Nous avions des images, nous avons projeté. Bien sûr, une partie de la population a refusé de venir. Même la MONUSCO a refusé de venir. Ils ont acheté des livres, mais ils ont refusé de participer ou d'assister à la projection et au vernissage des livres. Nous l'avons fait, et heureusement que la cour militaire opérationnelle avait une oreille attentive sur ce que nous avons fait, et le procès a changé d'allure. Il faut aussi remercier le général, le commandant de la 3e zone de défense, le général Léon Mouchale, qui avait aussi pris la parole pour nous encourager, et devant les FRDC, devant la cour militaire opérationnelle, et devant la 3e zone de défense, le son, ou si vous voulez, la voix commençait à porter. Et finalement, il faut le dire, l'état-major général des FRDC nous a invités à Kinshasa pour aller exposer au Collège de hautes études de défense et de stratégie. Là, il faut aussi remercier le chef d'état-major général de l'époque, le général Célestin Mbala, qui nous a invités avec le ministre de la Défense à Tama. Nous avons présenté, et cette fois-là, c'était devant les experts internationaux. Il y avait des Français, il y avait des Africains, et tous ceux qui doutaient, ils ont vu, et je peux dire, ils sont venus, ils ont vu et ils ont cru. Alors, par quel moyen vous avez chassé la peur? Parce que c'est en trois, vous dites que la MONUSCO y était, mais n'était pas capable quand même de dénoncer que le ZADF était un mouvement terroriste. Vous étant un journaliste d'investigation, par quel moyen avez-vous chassé cette peur et entamé ce processus? Alors, il faut dire d'abord que le journaliste d'investigation part des faits ou des hypothèses et d'une conviction. Il y a beaucoup de qualités qu'on peut estimer. Il y a ce que nous appelons la flexibilité. C'est-à-dire, lorsque vous trouvez que votre hypothèse ne marche pas, vous changez. Nous sommes partis de cette hypothèse que ceux qui tuent étaient des terroristes islamistes, et nous avons continué sur ça. Bien sûr, comme nous étions sûrs, nous avions des éléments. Tout ce que les gens disaient, la MONUSCO, les experts, le groupe d'études sur les Congo, la société civile, les ONG, ça ne nous ébranlait pas parce que nous avions les preuves partant de la documentation, nous avions les preuves partant de sources, et nous avions des sources fiables. Nous avons aussi interrogé les imams de Beni. Nous avons interrogé les imams qui nous ont aussi dit, qui nous ont confirmé avec des versets, si vous acceptez les termes, des versets bellicistes qui se trouvent dans le Coran, avec aussi ce qu'on a appelé les mosquées centres d'accueil, c'est-à-dire que même certains agents de la MONUSCO construisaient des mosquées. Donc, les imams nous ont donné leur version aussi, qui nous ont encouragés à aller de l'avant. Et effectivement, au regard de tout ce que nous avons, parce que le journaliste d'investigation, il parle des convictions, il parle de la documentation, il parle des sources, et il parle de la vérification des sources et de la confrontation des éléments qu'il a à sa charge. Donc, ce qui fait que nous, malgré tout ce qu'on disait de nous, malgré tout ce qu'on a raconté, nous sommes allés de l'avant jusqu'à ce que finalement, ceux qui nous ont combattus, comme le groupe d'études sur les Congo, qui est devenu aujourd'hui Eputeli, qui disait que c'était les FRDC qui tuaient. D'ailleurs, je dois vous dire que même l'Union européenne a pris des sanctions contre le général Mundos, donc le général Akili, Charles Akili Mundos, comme quoi c'est lui qui tuait. Alors que nous, on démontrait, jusqu'à ce que finalement, en 2017, les Américains puissent dire non, non, ce qui se passe à Beni, c'est du terrorisme islamiste. Et là, tout le monde a commencé à dire, ah, effectivement,
oh, les journalistes avaient raison, bon, mais un peu tard, parce que nous avons reçu tous les colibés possibles, nous avons reçu des injures, nous avons reçu toutes les récriminations possibles. Mais dans la conviction de notre travail, dans l'expérience que nous avions, nous avons continué jusqu'à aboutir. Et nous avons produit le premier livre qui a fait scandale, parce que là nous disions un terrorisme islamiste mal connu. Okay. Alors, comme les gens discutaient, nous avons produit un deuxième livre, qui est celui-là, Jihad en RD Congo, exhortation, témoignage et vitalité des ADF MTM. Nous avons produit ces livres, le deuxième, parce que ce que nous n'avions pas mis dans le premier livre, nous étions obligés de le mettre dans le deuxième. Et là, nous avons même donné les sources de financement, comment ils se finançaient. Nous avons fait parler des terroristes, donc des capturés. Ils ont raconté comment ils ont subi le lavage de cerveau, la conversion forcée, ainsi de suite. Donc, nous avons effectivement donné ce deuxième livre, excusez-moi, a été le clou pour dire à tous ceux qui doutaient que la réalité islamiste était réelle à Beni. Et pas seulement à Beni, parce que nous sommes allés jusqu'à Uvira. Okay. Nous avons suivi comment ils entrent par la Tanzanie, ils entrent à Uvira, Fizi, Bukavu, Goma, Butembo et finalement Beni. Alors, nous, après avoir donné toutes ces informations-là, et des noms des gens, je me souviens que lors du procès des ADF, comme on a dit, la Cour militaire opérationnelle, en lisant notre premier livre, a eu à mettre la main sur le fameux Moussa Tchadien, qui est le petit frère d'Hissène Habré, qui vivait à Goma, et qui était pratiquement le pourvoyeur. On l'a arrêté, on a arrêté des femmes comme la fameuse Maman Sarah, et finalement, elles ont dit les vérités, elles ont avoué qu'elles étaient au service du terrorisme islamiste. Est-ce que les sanctions contre le général Mundos ont été levées après que le monde entier soit au courant de ce terrorisme? Alors, c'est ça le paradoxe, c'est ça le drame. Jusqu'aujourd'hui, le général Mundos, le général Charles Akili Mundos, est sous sanction et ne peut pas voyager parce que finalement, la RDC, c'est ça notre drame. Après avoir reconnu que ceux qui tuaient étaient des terroristes, au lieu de mener un plaidoyer, parce que c'est un général des FARDC, des forces armées, au lieu que la République mène un plaidoyer pour qu'on puisse lever ces sanctions, personne n'a mené le plaidoyer. Et surtout, les temps s'y prêtent. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons commencé des enquêtes, nous nous sommes butés à beaucoup de difficultés, notamment, je l'ai dit, le groupe d'études sur le Congo. Il était financé par l'Université de New York. Nous avons aussi Bridgewater Foundation, qui jusqu'aujourd'hui travaille à Beni. Bridgewater a changé de paradigme. Aujourd'hui, Bridgewater fait la déradicalisation. Donc, tous les ADF, tous les capturés qui sortent, Bridgewater Foundation, financé par l'Université de Californie, fait la déradicalisation, c'est-à-dire essaie un peu de faire le nettoyage psychologique de tous ces gens-là, des filles violées, et ainsi de suite. Or, si l'État congolais, si les forces armées de la République démocratique du Congo, si l'État-major, si le ministère de la Défense, si le ministère des Droits humains, si le ministère de la Justice pouvait faire un plaidoyer, le général Mundos serait déjà, les sanctions seraient déjà abandonnées. Jusqu'aujourd'hui, il vit sous sanction, ce qui est malheureux, parce qu'aujourd'hui, le monde entier reconnaît que les ADF, d'ailleurs, ce n'est pas leur nom, sûrement on y reviendra, ce sont des terroristes islamistes qui ont fait allégeance à l'État islamique, à Daesh. Donc, ce ne sont pas les FARDC qui pouvaient tuer à Beni, c'était effectivement des terroristes islamistes. Alors actuellement, le monde entier est au courant que les ADF sont des terroristes et ils massacrent aussi la population. Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous ressentez vous en tant que journaliste d'investigation actuellement? D'abord, je dois dire que bon, c'est quand même un couronnement d'un combat, d'un travail. C'est une fierté, mais il faut dire aussi que c'est dans la douleur. Parce que je suis congolais, journaliste congolais. Je découvre des choses, mais le monde entier, la communauté internationale, notamment ceux qui se disent experts et spécialistes de la République démocratique du Congo, tous ces gens-là, occidentaux, qui veulent que la vérité sur le Congo soit dite par eux, tous ces gens-là qui nous ont attaqués, parce qu'ils n'acceptent pas qu'un Congolais puisse dire la vérité de ce qu'il vit. Il faut que la vérité soit dite par l'Occident sur nous.
Donc ces ressentis-là, et bien sûr, ça fait mal jusqu'à aujourd'hui. Parce que je me suis battu pratiquement seul contre le monde entier. Et aujourd'hui, c'est ça le paradoxe aussi, il n'y a personne qui vous dit que non, c'est M. Dickès, c'est le jeune Dickès qui a commencé. Ils se l'approprient. Donc, ils vous disent, nous avons découvert. Ils n'ont rien découvert. Parce que nous avons écrit sur les ADF depuis 2000-2001. Et nous avons continué. Comme j'ai dit, j'ai produit 4 livres. Le 4e livre, nous parlons de l'allégeance des ADF-MTM à l'État islamique. Okay. ADF-MTM avec Al-Sunna au Mozambique. Donc, c'est nous d'ailleurs, en 2017, qui avons lancé sur la place du monde que les ADF, ils sont en allégeance, donc ils sont en cohabitation avec Al-Sunna du Mozambique. Al-Sunna signifie ceux qui suivent les prophètes. Al-Sunna du Mozambique en cohabitation avec les ADF, et ils forment la province Afrique centrale de l'État islamique. Donc ils ont fait allégeance à Daesh, à l'État islamique, et donc il y a une connexion, il y a des Congolais, ou disons des ADF qui quittent le Nord Kivu, qui vont jusqu'au Mozambique, et comme il y a des Mozambicains, si vous voulez, des terroristes là, qui viennent sur Beni. Okay. Alors, donc, tout cela nous avons démontré. Mais vous savez, comme nous disons, la guerre que nous faisons, c'est d'abord cette guerre de l'ignorance. Les Congolais, quand un Congolais le dit, les gens ne croient pas, il faut que ce soit l'extérieur qui le dit, mais l'extérieur récupère ce que nous avons dit, sans nous citer. Heureusement que, comme me disait un ami colonel marocain, il me disait, bon, vous savez la force que vous avez, parce que non seulement vous parlez, mais aussi vous mettez par écrit. Et à ce moment-là, même si les gens le disent, il y a des dates qui montrent que vous avez été les premiers à le dire. Mais c'est un ressenti. Cette fierté-là, on l'a, mais c'est quand même avec des remords, parce que les gens ont douté, des Congolais ont douté. Même à Beni, la société civile a douté. Le groupe de pression ont douté. On a fait des marches contre les FARDC, alors que c'est l'armée nationale qui vient, effectivement. Et aujourd'hui, de moins, les ADF continuent à tuer. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse. Leur vrai nom n'est pas ADF. ADF, c'est une utilisation abusive, qui signifie Alliance des Democratic Forces, donc Alliance des Forces démocratiques. Il est dit, noir sur blanc, qu'un musulman ne peut pas être démocrate. Ça c'est connu. Donc, on ne peut pas. Et ADF n'a aucune connotation religieuse. Leur vrai nom, c'est Madina Atawed Wal Mujahideen, c'est-à-dire MTM, les Mujahideen ou les combattants de la cité sainte de Madina. Madina Atawed Wal Mujahideen. Et cela signifie la connotation religieuse, l'idéologie, il se fonde sur le premier des 5 piliers de l'islam, l'unicité de Dieu. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète ou son messie. Donc voilà la signification de ceux qui tuent à Beni. ADF n'a aucune connotation religieuse, mais le vrai nom, la vraie appellation, c'est MTM en abrégé, Madina Atawed Wal Mujahideen. Et là aussi, les gens ont difficile à les suivre. Donc, parce que pour que Daesh arrive, pour qu'il fasse allégeance à Daesh, Daesh a envoyé des inspecteurs pour voir si réellement ces gens-là étaient dans la lignée du prophète. Et effectivement, quand ils ont vu qu'ils étaient dans la lignée du prophète, ils les ont encouragés. On a envoyé des drones, on a envoyé des spécialistes pour les former, notamment avec des engins explosifs improvisés, ce que nous appelons des bombes artisanales. Ils les fabriquent. Comme leur vrai nom n'est pas ADF, que pouvons-nous alors retenir aujourd'hui des ADF Nalu? Alors, bien, vous avez bien fait de poser cette question. Les Nalu n'ont rien à voir avec les ADF. Les Nalu, c'est des Konzo, c'est-à-dire des Nandé de l'Ouganda, qui avaient fui l'Ouganda parce qu'ils voulaient créer leur république, mais aussi parce que les Britanniques, les Anglais, les avaient mis sous la gestion d'une autre communauté, le nom m'échappe, ça va venir, ils n'ont pas accepté. C'est comme ça qu'ils sont venus dans le Nord Kivu, reçus par leurs frères, leurs cousins Nandé. Alors ils ont vécu. À la chute d'Idi Amin, Mobutu qui avait compris que Museveni venait pour l'attaquer, Mobutu a pris les soldats d'Idi Amin. Parce que les Nalu s'appelaient Rwanzururu Kingdom Freedom Movement. Donc c'est
Le peuple de Rwenzori donc le peuple de Rwenzori qui réclamait la paix, qui réclamait la liberté. Alors Mobutu qui voulait les soutenir, il a dit non, moi je ne soutiens pas des groupes ethniques, moi je soutiens des mouvements nationaux de rébellion à connotation nationale. Il a mis ensemble les Konzo plus les soldats d'Idi Amin qui étaient plus les gens de l'Ituri. Ensemble, ils ont formé les Nalu, l'armée nationale de libération de l'Ouganda. Alors, lorsque les ADF, ils ont comme ça, les MTM, parce que les MTM viennent de la secte Tablique. La secte Tablique, c'est une secte qui est née en Inde, quand l'Inde et le Pakistan étaient un seul pays, dans les années 20, et qui a migré vers la Tanzanie. Lorsque les Tabliques arrivent en Tanzanie, Kenya, ils viennent jusqu'en Ouganda. Et en Ouganda, ils ont créé leur communauté qui n'a rien à voir avec la communauté, ce qu'on appelle l'Uganda Council Muslim Suprême, donc le Conseil suprême des musulmans de l'Ouganda. Alors, ils ont attaqué la grande mosquée de Old Kampala, où ils ont tué plus de 100 musulmans, parce qu'ils les ont accusés d'être corrompus par le pouvoir Museveni. Alors, on les a arrêtés. Quand on les a arrêtés, dans ce groupe, il y avait Jamil Mokul, leur chef. Ils ont fait la prison et ils ont été libérés. Alors, après, il y a eu incubation dans la prison, c'est-à-dire ils se sont radicalisés dans la prison et quand ils sont sortis, ils ont commencé à attaquer des villages et des écoles. Dans cette chasse, ils ont fui au Congo. C'est comme ça qu'ils deviennent ADF. Alors, quand ils font la coalition avec les Nalu, qui n'ont pas d'idéologie religieuse, ils s'appellent ADF Bar Nalu. C'est comme ça que les gens sont habitués à dire ADF Nalu, ADF Nalu. Mais les Nalu, officiellement, depuis 2008, ils sont retournés en Ouganda lorsque Museveni a reconnu King Irimangoma comme le chef de Bakonzo. Alors, les ADF, comme on les appelle, ils sont restés dans les Rwenzori et ils ont finalement montré leur vraie face parce qu'ils veulent instituer un califat dans cette province, dans cette partie de la République démocratique du Congo, ou si vous voulez, de l'Afrique des Grands Lacs. Alors, M. Nikes, partant de votre expérience dans l'investigation, quels sont les dangers que court un journaliste d'investigation? Alors, il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers parce que d'abord, vous savez, il y a un principe simple qui dit le journalisme est réservé aux courageux. Le vrai journalisme est réservé aux courageux. Donc, il y a d'abord le courage. Parce que vous découvrez dans la quête pour la vérité, vous découvrez des choses qui vous donnent la chair de poule. Mais vous le faites pour bien réussir, vous devez être discret. Vous devez être discipliné. Vous devez être flexible, c'est-à-dire vous pouvez changer quand vous trouvez que vous n'avez rien. Vous devez aussi ne pas être bavard. Ce que vous découvrez, gardez pour vous. N'allez pas raconter aux gens, non, j'ai fait des enquêtes. Non, vous le menez de façon discrète parce que à chaque découverte, il y a un danger. Et les gens qui savent que vous êtes en train de fouiller, ils peuvent vous mettre les bâtons dans le dos. Ils peuvent vous tuer. Donc, le risque est très grand, mais le journaliste doit être prudent dans ce qu'il fait. Il doit être objectif, il doit être impartial. Ne pensez que à découvrir la vérité. La vérité, on la découvre sur base des faits, de preuves et des témoignages confrontés. Donc, il y a beaucoup de dangers, mais le comportement du journaliste, c'est la première clé de la prudence. Il faut votre comportement, respecter les rendez-vous, respecter les horaires, savoir dire un mot à votre famille, qu'est-ce que vous allez où, combien de temps vous allez prendre, vous rentrerez à quel moment, et surtout, savoir communiquer. Je dis bien aux personnes sûres. Aux personnes sûres, pas à n'importe qui. Et la discrétion, la discipline, c'est vraiment des qualités très importantes pour éviter effectivement les dangers. Mais les dangers est toujours là, toujours comme une épée de Damoclès suspendue sur votre tête. Alors, quels sont les avantages de ces derniers? Les avantages sont psychologiques. La fierté d'avoir découvert. Vous savez, l'investigation est dans la durée. On ne peut pas faire une investigation d'un jour. Ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3.
Mais vous publiez, les gens vont vous lire. Quand les gens vont vous lire, quand ils vont dire « Ah, monsieur, vraiment vous avez fait du bon travail », c'est ça la fierté. Par exemple, je vous ai dit, lorsque nous avons commencé à annoncer que c'était les ADF, c'était des terroristes, qu'est-ce que nous avons gagné? L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo nous a invités. Okay. Nous sommes allés exposer notre méthode ou notre travail devant des généraux, devant des officiers au Collège des hautes études de défense et de stratégie. Ça, c'est la première des choses. Et autre chose aussi, bon, ça nous permet dans des conférences aller parler. Le Conseil national de sécurité, notamment dans sa branche de CNCLT, c'est-à-dire coordination de la lutte contre le terrorisme, nous y avons été pour expliquer. Bon, mais aussi, il y a des inconvénients. Par exemple, dans les enquêtes, on vous traduit en justice. Nous avons été traduits en justice 2-3 fois. Il fallait expliquer tout ça. Beaucoup de choses. Bref, un travail scientifique, un travail qui est reconnu, ça fait la fierté de l'auteur. Malheureusement, dans notre pays, on ne donne pas de prix. Mais en principe, nous, on aurait pu avoir ces prix. Prix de la recherche, prix je ne sais pas de quoi, parce que nous sommes restés le seul à avoir dit haut et à avoir prouvé que les ADF sont des terroristes. Et aujourd'hui, les opérations Sokola ont commencé en 2014, après l'assassinat de Mamadou, du colonel Mamadou. Ouais. Nous sommes en 2025, ça fait 11 ans que les opérations continuent, que les ADF continuent de tuer. Aujourd'hui, on est dans la mutualisation. Donc, ce que nous faisons, malheureusement, et dans le monde journalistique et dans le commun des mortels, beaucoup de gens ne comprennent pas, ne connaissent pas. On passe comme ça. Et comme je l'ai dit, comme on monnaie les prix, nous, on n'a pas d'argent pour acheter les prix, on ne nous donne pas. Mais en réalité, nous devions être décorés pour avoir découvert, parce qu'il y a eu plus de 2000 militaires morts au front. Okay. Plus de 10 000 civils tués, des infrastructures décimées. Il y a eu des... Même avec la MONUSCO, vous rappelez qu'en 2017, les ADF ont attaqué une position du contingent tanzanien sur le pont Sémonique. Il y a eu 15 Tanzaniens tués et puis 2 emportés jusqu'à aujourd'hui. Donc personne n'en parle. C'est comme si c'était des faits divers. Mais notre joie, c'est que nous avons découvert, nous avons mis sur la place publique, le reste ne nous concerne pas et la vie continue. De 2010 à nos jours, quels sont les avantages que vous avez tirés, surtout après la publication de vos ouvrages, de vos 2 ouvrages qui parlent de la découverte de ces ADF? Alors, j'ai publié pratiquement 4 ouvrages. Okay. J'ai publié le premier, comme nous l'avons dit, le deuxième c'est celui-ci, le troisième c'était République démocratique du Congo, les forces armées face à la guerre non conventionnelle. Okay. Alors, il y a un ouvrage de, je pense, 80 pages ou 100 pages, où j'expliquais comment les ADF, comment les tactiques des ADF, ainsi de suite, et comment nous on ne gagnait pas. Okay. Donc ça, j'ai publié. Bon, j'ai publié, comme je viens de dire, le dernier qui est en République démocratique du Congo, à Al-Souna au Mozambique. Donc c'est ça le titre, nous l'avons publié. Les avantages, c'est au fait aujourd'hui, je suis devenu une référence. En termes d'argent, il n'y a pas d'avantage. Parce qu'on aurait souhaité, par exemple, que nous passions dans toutes les écoles militaires de la République démocratique du Congo pour expliquer. Parce que nous l'avons dit, vous ne pouvez pas aller prendre des professeurs venant de l'Occident pour venir expliquer au Collège des hautes études de défense et de stratégie le terrorisme. Alors que dans la salle, il y a des colonels, il y a des généraux qui ont vécu le terrorisme à Béni. Vous comprenez? Donc, en principe, on doit utiliser les intelligences locales, les intelligences nationales. Mais nous sommes encore dans ce colonialisme-là où on pense que les définitions doivent venir de l'Occident. Nous, les Congolais, nous devons avoir une définition adoptée, légalisée par le Parlement, une définition sur le terrorisme, parce que nous avons un terrorisme congolais. Malheureusement, les gens sont distraits. Alors, quels avantages, comme je l'ai dit? Bien sûr, j'ai reçu des prix. Les prix, je ne les ai pas reçus parce que j'ai publié les ADF. J'ai reçu le prix africain de la liberté de la presse en 2009, c'est-à-dire en 2009, j'étais le journaliste africain sur les 54 pays de l'Afrique qui a reçu le prix décerné par CNN. Et en 2014, j'ai été proclamé parmi le 100 journalistes d'information, si vous voulez, les 100 journalistes d'information par Reporters sans frontières à travers le monde.
Donc, les 100 journalistes qui donnaient la bonne information. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Pour le reste, les portes s'ouvrent. Là où je vais, on m'invite. C'est parce qu'on sait que j'ai une expertise et je vais donner des conférences, notamment à Kinshasa. Je vais régulièrement donner des conférences et ainsi de suite. Je donne aussi, il faut le dire, je donne le module contre l'insurrection et terrorisme à l'école de guerre de Kinshasa. Donc, au moins, là, c'est là où j'essaie un peu de mettre mon expérience, disons, en faveur non seulement des FARDC, parce qu'à l'école de guerre de Kinshasa, il y a au moins 7 pays qui envoient des officiers. Donc, je donne ces modules-là aux majors et aux lieutenants-colonels et des FARDC et d'autres pays. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais au moins, l'école de guerre de Kinshasa et aussi l'école de commandement, là, je donne ces cours-là ou ces modules-là de contre-insurrection et terrorisme. Nous sommes les coulisses RDC Télévision, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette production. Nous parlons de la découverte de ZADF dans le Rwenzori avec le journaliste d'investigation, M. Nikes Kibelbel, à qui nous sommes en train de dire merci pour votre partage de ces jours. Je vous remercie. Je voudrais aussi remercier, parce que nous l'avons dit, je voudrais remercier le commandant de l'école de guerre, le général Godé Mouland, qui me reçoit avec tout son staff, qui me reçoit. Je remercie aussi le général Augustin Mamba, et qui me reçoit au Thiès, au Collège des hautes études, pour des conférences, ainsi de suite. Et bien sûr, je remercie le porte-parole de Soukola 1 de l'époque, le lieutenant-colonel Makasukai, avec qui nous avons travaillé, ainsi que le général-major, d'abord le général-major Mundos, j'ai cité son nom, le lieutenant-général Marcel Mbambu Machita, qui est aujourd'hui commandant à la base de Kitona. Remercie aussi quand même les téléspectateurs. Naturellement, merci de m'avoir rappelé, parce que ce sont eux, c'est à eux que nous nous adressons. Je remercie les téléspectateurs, les auditeurs, les internautes et les téléspectatrices pour la confiance qu'ils nous accordent et surtout pour le temps qu'ils nous accordent pour suivre ce que nous disons. Et s'ils ont aimé, qu'ils nous disent, qu'ils réagissent aussi pour que nous puissions faire mieux à l'avenir. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis et nous vous fixons un prochain rendez-vous. Vous êtes les nôtres, laissez-nous un commentaire et cela va nous aider à nous améliorer du jour le jour. Merci et au revoir.